Une table ronde champ de vision consacrée à une problématique particulière, trouver de l'azote pour nourrir ses cultures en bio. Pour répondre à un certain nombre de questions et voir où l'on en est précisément, j'ai le plaisir d'avoir 3 invités. À ma gauche, Grégory Véricel, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur spécialiste de la fertilisation bio chez Arvalis. Tout à fait. Parfait, on va faire un peu le point, l'état des lieux avec vous. À vos côtés, Thierry Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Île-de-France, je crois. Exactement, et dans en le bio, sud de l'Île-de-France. Sud de l'Île-de-France et en bio depuis combien de temps maintenant ? 11 années maintenant. 11 années, donc pas mal d'expérience, ça va être intéressant de voir comment vous procédez. Et puis en face de vous, nous avons Frédéric Lenoët, bonjour. Bonjour. Et vous êtes directeur des établissements, vente des établissements Violo. Vous faites notamment des engrais organiques, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Donc, on a un certain nombre de spécialistes autour de la table. Grégory Véricel, j'ai envie de commencer avec vous. La thématique, là, c'est trouver de l'azote pour nourrir ses cultures en bio. On va peut-être d'abord commencer par rappeler un peu les fondamentaux. Effectivement, quand on fait du bio, on ne peut pas accéder, c'est ça, à l'azote traditionnel, minéral qu'on peut avoir au départ. C'est ça le problème. Exactement. Dans le cahier des charges de l'agriculture biologique, donc les engrais minéraux de synthèse sont exclus. Donc les agriculteurs vont être contraints à trouver d'autres sources d'azote. L'azote étant la principale source d'alimentation justement pour les cultures, c'est ça ? C'est ça. C'est un des principaux, sinon le premier principe. Facteur limitant de production en agriculture biologique. Est-ce que au niveau d'Arvalis, on sait, alors vous êtes spécialiste de la fertilisation bio justement, qu'est-ce que vous auriez à amener comme élément déjà pour comprendre un peu la problématique et voir comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions avant de voir avec et un agriculteur et un producteur d'engrais, voilà, quelles sont les alternatives dans ces cas-là ? Alors les alternatives, finalement, en bio, et c'est, j'allais dire, l'esprit aussi du cahier des charges en agriculture biologique, c'est de revenir un petit peu sur des fondamentaux en matière d'agronomie, de fonctionnement du sol et de la plante. Revenir aux fondamentaux, ça veut dire redécouvrir ou réinventer ces fondamentaux parce que finalement on les a oubliés parce que effectivement avant l'azote on y allait à l'appel avec des produits quoi finalement. C'est ça, donc c'est valoriser les fournitures d'azote du sol. Donc à travers différentes manières, notamment l'introduction de légumineuses, donc des espèces qui sont capables de fixer l'azote atmosphérique de l'air, elles sont autonomes en azote. Lesquelles par exemple ? Alors on pense à des espèces pluriannuelles type luzerne, trèfle, mais après on a aussi des légumineuses à graines, pois, févroles, lentilles, pois chiches, etc. On a mené un certain nombre d'expérimentations, notamment chez Arvalis, mais pas que, pour voir justement quelles étaient les bonnes solutions, les bons mix, les bonnes façons de faire. Oui, c'est ça. Il y a la théorie, vous me dites effectivement, il faut amener des légumineuses pour remplacer, produire de l'azote, etc. C'est-à-dire, il suffit de semer des légumineuses et puis on enrichit le sol. Finalement, dans le process, ça se passe comment ? Alors c'est plus un raisonnement à l'échelle de la rotation. C'est un petit peu le deuxième pilier important dont je voulais parler. Oui, bien sûr. Puisque finalement, on cherche d'abord dans une rotation à avoir des cultures qu'on va pouvoir valoriser. Donc les légumineuses en font partie comme d'autres espèces. Et l'intérêt va être plutôt de combiner différentes espèces en fonction des débouchés possibles et puis des exigences de chacune des cultures. Donc finalement, on va faire tourner comme ça les cultures. Pourquoi ? Profiter des qualités de chacune, les unes après les autres, c'est ça ? Si on est concret sur une zone donnée, qu'est-ce qu'on va faire tourner concrètement pour avoir quelque chose d'optimal ? Alors il n'y a pas forcément de recette type, ça va dépendre un petit peu de la région, des débouchés. Mais par exemple, on pense au blé qui est quand même une culture majeure, que ce soit en agriculture biologique et puis conventionnelle. On est sur une culture exigeante en azote, qui a des besoins importants à la fois pour faire du rendement et puis de la protéine. Il lui faut son carburant, quoi. Exactement. Donc c'est plutôt une culture qu'on va positionner derrière une légumineuse, voire en deuxième année après une légumineuse, parce que on sait qu'on peut avoir des restitutions d'azote assez importantes. D'accord. Et à l'inverse, des espèces moins exigeantes, donc suivant les régions, les systèmes de culture, on peut penser
à des espèces comme du tournesol, du lin, même certaines céréales secondaires qui ont des besoins en azote moins importants que le blé. On va plutôt les positionner plus loin de la légumineuse dans la rotation. Donc finalement, ça nécessite de repenser son planning, si j'ose dire, de culture pour avoir des rotations pertinentes. C'est quand même évidemment plus contraignant qu'une méthode traditionnelle. C'est ça, en fait, on a besoin d'avoir des rotations plus longues et plus diversifiées que dans des systèmes conventionnels où on a la solution des engrais Bien sûr. de synthèse. Thierry Guérin, vous êtes agriculteur, vous avez un parti pris, effectivement, le bio depuis maintenant 11 ans. Vous étiez dans le traditionnel précédemment, à utiliser justement un azote minéral. Comment s'est fait le switch, si switch il y a eu? Alors, j'étais dans le conventionnel raisonné. Ah. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché... Un peu, mais pas trop. Voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que au niveau agronomique, ça marchait à peu près bien, avec tout de même une prise de risque supérieure par rapport à un système assurantiel. Quand vous dites l'assurantiel, c'est le traditionnel qui fait voilà. qu'on a l'azote sous la main, on en met autant qu'on en veut, autant qu'il y en a. Pas tout à fait autant, mais on en met suffisamment pour pas être en manque. Donc vous étiez dans le raisonné, mais il y avait déjà de la contrainte. Exactement. Mais ça fonctionnait. Oui, ça fonctionnait, surtout au niveau de la fertilisation azotée, c'était parfaitement performant puisque les outils existent depuis longtemps et ils sont tout à fait adaptés. En revanche, au niveau de la commercialisation, il faut admettre que l'agriculture raisonnée n'était pas valorisée à l'époque et ne l'est toujours pas. Ce qui n'est pas le cas de l'agriculture biologique. Le label agriculture biologique aujourd'hui est reconnu par tous les consommateurs et donc on bénéficie d'une valorisation de nos produits qui nous permet d'avoir une production moindre avec un cahier des charges beaucoup plus exigeant que l'agriculture conventionnelle. Est-ce que vous dites, c'est intéressant, le raisonné finalement n'était pas assez valorisé, n'était pas assez pris en compte, les efforts faits, vous aviez pas quoi? Les aides, les accompagnements? Oui, ça c'est un point de vue personnel. Ouais, mais c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, c'est à titre de votre expérience, de votre vécu. Je pense qu'effectivement, au niveau de la commercialisation, rien ne distingue les produits issus de l'agriculture raisonnée de l'agriculture conventionnelle classique. Ce qui fait que... On ne tient pas compte finalement des efforts que vous faites pour être plus raisonnable. Et finalement, ça vaut pas forcément le coup, quoi. Malheureusement. Non. Cependant, la situation évolue avec maintenant les contrats éthiques, etc. Ça commence à rentrer dans les esprits et notamment dans les esprits des consommateurs. Donc on y arrive petit à petit, mais il faut dire que c'est beaucoup plus lent que les produits issus de l'agriculture biologique, qui sont maintenant établi dans le paysage du consommateur. Et quelque part, il y a davantage de communication aussi autour des cultures bio, des produits bio, et donc ça débouche mieux, quoi. Pas forcément de communication, mais je pense que le message est très très clair. Pour que le message passe, il faut qu'il passe bien, que la communication soit bonne finalement. Effectivement. Oui, mais si on vendait quelque chose, produit issu d'une agriculture raisonnée, d'abord, on peut confondre avec le bio, on ne sait pas trop d'ailleurs quelle est la différence entre le raisonné et le bio, finalement, vu de l'extérieur. Concrètement, comment vous avez fait finalement? Alors du coup, dans la pratique, effectivement, vous faisiez du raisonné, un peu d'azote, ok. Ensuite, comment vous avez transformé? Concrètement, comment est-ce que vous avez procédé? Alors concrètement, j'ai fait appel à des conseillers extérieurs au niveau de la Chambre d'agriculture, au niveau d'Arvalis aussi. Je me suis inspiré des expériences qui ont été menées maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc les conseillers nous orientent vers une complète remise à plat de nos rotations, c'est-à-dire les successions des cultures. Faire l'état des lieux, ce qu'on évoquait un petit peu aussi précédemment. Voilà on met à plat tout ça, on voit ce que vous voulez faire, ce qui est à faire, et on détermine une stratégie. Voilà, en fonction des débouchés locaux, on a pu, d'un commun accord avec les conseillers, établir une rotation type d'une dizaine d'années
que je suis toujours À la lettre. à la lettre, pratiquement, enfin non, pas tout à fait, mais en tous les cas, le schéma est toujours là, et ça, c'est le plus important, quoi. Si on essaye de décomposer ce schéma, alors peut-être pas sur 10 ans, mais allez, on est un peu schématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les légumineuses ont une grande part dans mon assolement, dans ma rotation, avec la légumineuse reine pour la fourniture d'azote, c'est la luzerne, que je conserve 3 ans, qui permet ensuite de fournir de l'azote pendant 2 ans aux cultures suivantes. D'accord. Cultures suivantes qui peuvent être exigeantes comme du blé meunier ou même en deuxième céréale, je fais de l'orge de brasserie pour laquelle il y a aussi maintenant une exigence de qualité en teneur en protéines. Et puis après, je reviens avec d'autres légumineuses à graines qui fournissent moins d'azote, comme des pois, ou alors même maintenant je me suis diversifié dans un petit peu les légumes. Le haricot est un légume vert, haricot vert, mais qui est aussi une légumineuse, donc qui laisse aussi de l'azote à la culture qui suit, donc qui permet de faire ensuite un bon blé, parce que je suis dans la région Beauce, qui est un des greniers à blé de la France, et c'est vrai que c'est notre état d'esprit. On veut produire du bon blé meunier pour l'Île-de-France, pour la région Paris. Est-ce que depuis que vous êtes passé au bio, que vous avez mis en place donc cette nouvelle méthode, tout simplement, vous avez eu des mésaventures, vous avez appris au fil du temps, ou est-ce que finalement tout s'est bien déroulé sans souci particulier pour savoir si ça fonctionne bien et comment ça se déroule? Des mésaventures, on en a toujours. Ce qui nous amène de temps en temps à retourner complètement une culture lorsqu'elle part mal. On n'a pas de moyen de corriger ce que la nature, disons voilà, ce que la nature impose. Donc le meilleur moyen, c'est de... Ça part mal, allez, tant pis, on sacrifie. On efface la page, on prend une bonne charrue, on retourne et on repart d'une page blanche. L'incidence économique pour vous est pas trop dure dans ce genre de cas de figure, ou ça s'équilibre globalement, ça fait partie des aléas? C'est moins de 5% des surfaces une fois tous les 3-4 ans, donc voilà, c'est tout à fait admissible. Au tout départ, ça a été... pour vous, ça a vraiment engendré un changement d'approche, ce travail, notamment avec Carvalis, mais avec d'autres aussi, cette remise à plat et puis cette définition d'un nouveau concept, c'était vraiment une transformation de notre façon de voir, ou c'était finalement assez naturel? Non, il faut admettre que c'est une transformation assez importante et je ne m'imaginais même pas la taille de cette transformation. Heureusement que vous ne l'avez pas su avant, sinon vous ne l'auriez peut-être pas fait. Pas forcément, mais je ne m'imaginais pas le pas que ça allait entraîner. D'accord. Avec le recul aujourd'hui, je referai pareil. D'accord. Comment essayer de donner envie à ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore forcément franchi le pas, qui se disent justement, ça doit être toute une histoire, il faut tout remettre à plat, tout redessiner, enfin tout réinventer. Qu'est-ce qu'on peut leur passer comme message? Qu'est-ce que vous pourriez leur passer comme message tout simplement pour leur dire, voilà, moi ce que je fais finalement c'est pas si mal, ça se fait? Une des raisons qui m'y avait incité, c'était la demande croissante des consommateurs. C'était le cas il y a 11 ans, c'est encore le cas aujourd'hui. Je pense que dans notre métier de producteur, on a fort à... Disons, un de nos enjeux, c'est de nourrir la population. Et si une partie de la population, la plus grande possible, demande des produits bio, pourquoi se priver d'être producteur bio? Vous étiez peut-être pas totalement en avance sur votre temps, parce que ça fait que 11 ans, mais quand même, mais en entamant cette démarche il y a 11 ans, c'est clair que vous étiez dans un courant qui allait vraiment se développer aujourd'hui. Oui, il y a eu des pionniers avant moi, oui. J'ai fait partie des suivants. Des suivants, et puis voilà, il y a différentes étapes, et avec le recul, je vois que finalement ça se passe pas trop mal et on n'a pas de gros échecs. Ça... Vous m'avez dit, soufflé à l'oreille en préparant cette émission, qu'au départ il y a une étude, je crois, de la Chambre d'agriculture qui vous a inspiré et qui montrait que finalement mettre de l'azote ça marchait pas forcément autant que ça, et ça a été un peu un déclic. Vous m'avez parlé d'une étude dans ce sens-là. Oui, effectivement, tous les essais, les études qui ont été faites sur justement la fertilisation azotée en agriculture biologique montrent que c'est pas forcément rentable
c'est pas du tout comme en conventionnel en tous les cas, parce que le prix de ces engrais est élevé et que la transformation des engrais organiques azotés, leur statut fait qu'il doit y avoir une transformation biologique via le sol, grâce à l'humidité du sol, grâce à une structure du sol favorable. Il y a beaucoup de paramètres, c'est ça que vous voulez dire. C'est plus subtil, plus délicat. Que les plantes, finalement, n'en bénéficient pas toujours. Ouais. Donc il vaut mieux être en situation favorable avec un bon précédent légumineuse, plutôt que de chercher à corriger une situation déjà au départ peu favorable. Ouais. Avant de passer la parole à Frédéric Lenoët, Grégory Vaisselle voulait rebondir sur ce qu'a dit notre ami Monsieur Bio. Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, on est sur des processus naturels de minéralisation. C'est pas de l'instantané comme avec de la fertilisation minérale. Ouais. On-off, entre guillemets. Et encore, même en fertilisation minérale, il y a des conditions où on valorise pas toujours d'humidité, de température, plein de paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte. Des problèmes de volatilisation, enfin, c'est un autre sujet. Et je pense que, comme l'indique Thierry Guérin, c'est important d'être dans des bonnes conditions. Par exemple, apporter des engrais organiques en bio sur une parcelle avec beaucoup d'adventices, on va autant nourrir les adventices que la culture. Donc dans ces cas-là, mieux vaut ne rien mettre qu'apporter des engrais. Évidemment. Mais à l'inverse, il y a des situations où on arrive quand même à très bien les valoriser. Alors les engrais organiques, on va en parler avec vous, Frédéric Lenoët, directeur des ventes des établissements Violo. Oui. Les établissements Violo, on rappelle, ils fabriquent des engrais organiques, c'est ça ? C'est ça. Dites-nous un petit peu plus là-dessus. Donc, au sein des établissements Violo, nous travaillons et nous fabriquons à la fois les amendements et les engrais organiques, à savoir donc les composts pour une partie, et puis également des engrais sous forme de bouchons. Une des particularités de l'entreprise Violo, notamment, est celle de faire partie du groupe Akiolis, qui est anciennement le groupe Caillot, qui est un collecteur de coproduits animaux. Concrètement, c'est le métier de l'équarrissage. Par ce biais-là, je dirais la carte de visite, notre carte de visite, va être d'intégrer ce qu'on appelle les PAT, les protéines animales transformées, dans nos engrais. Alors, pour être un petit peu plus précis peut-être, protéines animales transformées, ce sont tout ce qui est farine de plume, de sang, de viande et puis d'os. Qu'on va transformer, broyer, transformer en engrais finalement ? Alors voilà, c'est ça. Sur le principe, je dirais que le lien est important en fait avec le groupe Akiolis, puisque d'une part, c'est par ce biais-là qu'on va avoir accès à cette matière première. Le groupe Akiolis, en fait, par l'intermédiaire de ses filiales de collecte, va à la fois collecter, trier, traiter également. Donc cette fonction de traitement, elle intègre de l'hygiénisation qui est réglementaire au niveau de l'utilisation de ces produits-là, va classer les matières premières, les collectes en fait, en différentes catégories, sachant que en fertilisation, nous ne pourrons utiliser que les catégories 2 et 3. Alors, ce serait peut-être un petit peu correspond à quoi ? Alors, catégorie 2 et 3, en fait, catégorie 2 sont tous les animaux collectés en élevage, qui vont, tout ce qui est autre que ruminant, en fait. Donc, ça va être essentiellement, pour ce qui nous concerne, des origines avicoles et porcines. Et puis, catégorie 3, là, on va être sur des collectes issues de l'industrie agroalimentaire. Donc, on va plus être sur des animaux entiers, simplement sur ce qu'on appelle des coproduits issus de l'industrie agroalimentaire, finalement, ce que nous n'allons pas manger. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, en tout cas, nos grands-parents consommaient, quand ils abattaient un animal, pratiquement toute la bête, en fait. Aujourd'hui, selon les espèces, on va en consommer de 50 à 70%. Et donc beaucoup de pertes, beaucoup de déchets finalement. C'est ça. Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, encore une fois, selon les espèces, mais on va avoir de 30 à 50% de coproduits finalement. Alors, naturellement, tous ces coproduits ne seront pas valorisés en fertilisation, mais ces coproduits, donc là, on va, contrairement à la C2 où on est sur des collectes d'animaux entiers, là, on va collecter de la plume, du sang, éventuellement de l'os, enfin voilà, toutes ces choses-là. La particularité de donc ça va correspondre à la catégorie 3, et la particularité de cette catégorie-là, c'est que notamment elle va pouvoir être utilisée certes en fertilisation, mais également sur tout un tas d'autres marchés, marchés mondiaux notamment, puisque là, ça s'inscrit sur le marché de la protéine, et non pas uniquement celui de l'azote ou du phosphore, de la façon où nous, finalement, on va la proposer auprès des producteurs. Voilà. D'accord. Donc, transformer ces produits-là pour en faire des engrais, pour répondre aux attentes et aux besoins, finalement, des productions bio, puisque ça, c'est autorisé.
ces ça. produits-là, hein, c'est la particularité, il faut Voilà, le préciser. le règlement européen sur l'agriculture biologique donc, autorise l'utilisation des coproduits animaux. La particularité en tout cas de ces origines animales vont être surtout d'être très dosées en azote. Puisqu'on peut aller sur des formulations jusqu'à 14% d'azote, ce qui est, alors naturellement, si on compare par rapport à du conventionnel, du minéral, on est loin inférieur, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, pour le dossier agriculture biologique, c'est quelque chose de plutôt intéressant. Et à contrario, alors c'est quelque chose qu'on évoquait très rapidement tout à l'heure, mais là aussi, ces protéines animales, elles vont permettre également d'aller chercher du phosphore, selon certaines origines, certaines matières premières. Voilà. Thierry Guérin, vous utilisez certains produits de ce type-là, justement, dans vos cultures? Je vous vois sourire. Oui, non? Eh bien, justement, nous avons échangé là juste avant notre table ronde et il se trouve que non, parce que je me fournis auprès de ma coopérative de collecte qui a une petite gamme d'approvisionnement en bio. C'est du circuit court, quoi, que vous faites finalement en proximité, peut-être? Non, c'est plutôt un respect de la filière complète. D'accord. Voilà. Et donc, il se trouve que ma coopérative ne travaille pas avec les établissements biolo. Mais en tout état de cause, ça peut changer. Bah voilà. On est là pour faire des mariages aussi, peut-être, sait-on jamais. Non, mais sur le principe, voilà, utiliser ces produits-là. Vous parlez de l'utilisation de certains végétaux pour azoter naturellement vos sols. C'est aussi quelque chose que vous faites, d'utiliser des matières organiques complémentaires pour enrichir vos sols aussi, c'est ça? Oui, exactement. Avec une relative parcimonie, seulement quand nécessaire. Voilà, on a bien compris que vous étiez monsieur économe, c'est pas monsieur Balzen, pour ne pas le citer, qui aura rajouté toujours un petit peu plus. Frédéric Lenoy, c'est en développement pour le coup ce type de cette filière des engrais organiques au gré du développement du bio là aussi. La demande augmente, c'est quelque chose de prometteur, j'imagine. Oui, alors, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que il y a différentes choses. Il y a à la fois le développement de l'agriculture biologique. Comme le soulignait M. Guérin, quoi qu'il en soit, il est vrai que la fertilisation va venir en complément, finalement, à la fois de ce qui peut être disponible en termes d'effluence sur l'exploitation, en termes d'associations qui peuvent être faites au niveau des cultures, comme c'est le cas. Donc, quoi qu'il en soit, on est bien en complément de la fertilisation. Donc, on est sur de la nutrition de la culture quand, naturellement, cela le nécessite. On comprend bien, et ça, on l'entend de plus en plus, hein, ce phénomène-là. C'est plus binaire. C'est une brique plus une brique plus une brique qui font l'ensemble, finalement, de la structuration d'une exploitation, d'un élevage, d'une culture. Oui, complètement. Hein, c'est pas juste on a acheté de l'azote et puis on en met, point final. C'est combiner les choses. Tout à fait. Et puis, comme l'évoquait aussi Frédéric, on parle beaucoup d'azote autour de cette table. C'est la thématique de la table. Mais... Cela dit, on a aussi d'autres éléments. On a parlé du phosphore. Et une légumineuse carencée en phosphore, elle ne va plus pousser. Et son rôle, j'allais dire, de fournisseur d'azote dans la rotation, elle ne pourra pas l'assurer de manière satisfaisante. Donc même si, si on parle d'azote, on est obligé quand même de parler un peu des autres éléments. La culture reste aussi de la chimie, hein, qu'on le veuille ou pas, puisque la chimie, ce sont des composés. On doit les trouver soit à l'état naturel, soit favoriser leur développement, soit les ajouter, mais il faut avoir tous les éléments de la recette de cuisine. Tout à fait. Et puis on revient un peu aux fondamentaux de l'agriculture biologique. On est dans une approche système. Donc on ne règle pas un problème avec une seule solution, mais plutôt un ensemble de leviers, de combinaisons. Donc ça peut être associer les cultures des familles comme les légumineuses, mais aussi, ça exclut pas l'utilisation de produits organiques. Et c'est bien la complémentarité, je pense, de ces différents leviers qui permet la réussite de ces systèmes. Frédéric Lenoy, vous me disiez en préparant cette émission, évidemment, c'est pas super glamour. Parler de déchets animaux, de sang, etc. Même pour le bio, et j'ai envie de dire pour le bio, où voilà, on se dit, on mange bio, le consommateur, on parlait du consommateur autour de cette table, comme beaucoup de tables on en parle des consommateurs, c'est pas super glamour non plus. Et pourtant, c'est une réalité, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Quand c'est mieux que la chimie tout court. Oui, et puis et de la même façon, aujourd'hui, on est dans, je dirais que l'agriculture biologique se veut, je dirais, d'un point de vue environnemental assez saine, d'un point de vue agroécologique. On est sur de l'économie circulaire. Typiquement, on est en plein dans ce schéma-là également, c'est-à-dire qu'on va
on va finalement recycler ce que nous ne consommons pas pour le faire revenir à la terre. Donc, je dirais que voilà, ça s'inscrit plutôt bien dans ce cadre-là. Juste, peut-être pour compléter le propos précédent par rapport à l'évolution justement de ce marché, perdons pas de vue qu'aujourd'hui, on a également le Green Deal qui s'inscrit, où l'orientation, elle est d'arriver à 25% de terres je dirais, cultivées de manière biologique au niveau de l'Europe à horizon 2030. Ça veut dire que dans ce système-là, il y aura une nécessité également de trouver des leviers de production. Alors, la fertilisation en est un. On peut voir dans la discussion que c'est pas le seul levier, naturellement. Qui plus est, voilà, avec peut-être les perturbations ou évolutions réglementaires que l'on peut connaître ces dernières années, et peut-être avec la réécriture du prochain règlement européen. C'est pas, voilà, il y a encore quelques incertitudes. Toujours est-il que, voilà, en tout cas, on est sur des perspectives sur des vraies tendances, exactement, avec des tendances naturelles et puis des tendances qui sont liées à des obligations réglementaires, par exemple. D'une part, et puis également sociétales, puisqu'aujourd'hui, malgré tout, c'est ce qui a été évoqué également, les consommateurs ont envie de consommer sain. Voilà, donc ça va de pair. Thierry Guérin, comment est-ce que vous percevez justement ces obligations réglementaires qui peuvent arriver, qui arrivent ou qui arriveront? C'est nécessaire quelque part pour inciter ceux qui hésitent un peu, osent pas trop, ou se disent pour l'instant je le fais pas. Quel est votre regard là-dessus vis-à-vis d'homologues, de confrères aussi? Non, justement, je trouve qu'il y a je ne trouve plus le mot, excusez-moi. Maintenant, il y a une grande contradiction maintenant entre une évolution souhaitable et souhaitée de l'agriculture biologique et une restriction des possibilités de fertilisation de nos cultures en bio par cette réglementation qui... on impose des choses, mais en même temps on vous interdit. Oui, cette réglementation, d'un autre côté, moi je la trouve tout à fait logique. Mais cependant, si on doit passer demain à 25% des surfaces en bio, il va falloir qu'on trouve d'autres fertilisants que ceux qui sont autorisés aujourd'hui. Et ça, tel quel aujourd'hui, c'est pas possible. C'est ça que vous voulez dire en fait. Dans les faits, si on imposait le 25% d'office, c'est injouable. Oui, exactement. Oui. Et le développement, on ne peut pas imaginer un développement d'élevage suffisant à cette même hauteur pour nourrir, entre guillemets, les sols conduits en agriculture biologique. Parce qu'on sait bien que la consommation de viande, elle, est sur une pente descendante. Donc, c'est pas la solution. Donc, il y a une grande réflexion à mener de ce point de vue-là. Grégory Verissel, ça veut dire que là aussi, il faut travailler sur de l'innovation, sur des nouvelles solutions, de nouvelles pistes. C'est notamment ça que ça veut dire ? C'est ça, tout à fait. Après, il y a aussi peut-être une approche un peu économe. Est-ce que finalement, il n'y a pas des situations où on gaspille de l'azote? Donc c'est essayer de l'utiliser de manière plus efficiente. Je reviens un petit peu à la rotation, parce qu'on a parlé des légumineuses comme un levier formidable, j'allais dire, pour introduire de l'azote dans son système. Ça a l'air d'être un peu la poudre de perlimpinpin magique, la légumineuse qui permet, non? À l'inverse, en fait, si on ne positionne pas la bonne culture derrière, qu'on va détruire une luzerne, peut-être dans une situation à risque, on peut avoir une partie de l'azote minéralisée suite à la destruction de la luzerne, qui peut être perdue pour la culture, qui peut partir dans... Enfin voilà, on parle de lessivage du nitrate qu'on retrouve, qui est une réalité aussi en agriculture biologique. Donc ça aussi, je pense que c'est des choses à raisonner dans sa rotation, comment on positionne les cultures par rapport aux autres. On a les couverts intermédiaires qui peuvent permettre de limiter ces pertes-là. Et puis ensuite, on a peut-être d'autres sources d'azote. Alors, j'ai entendu à d'autres tables de ronde parler notamment d'énergie, de méthanisation. Voilà, finalement, les digestats de méthanisation qui est en train de se développer aujourd'hui sont peut-être des nouvelles sources aussi d'azote en bio. Là encore, sous certaines, réserves en fonction de la réglementation. Tous les digestats ne sont pas forcément utilisables en bio. Donc là, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir pour valoriser au mieux ces digestats quand c'est possible en agriculture biologique. Il y a encore pas mal de pistes de réflexion. C'est un peu que le début, le commencement d'une certaine façon, quoi. Il y a encore beaucoup de chemin. Frédéric Lenoël, vous avez des pistes de recherche, de travail autour de vos produits que vous développez aujourd'hui. Il y a là aussi j'imagine que l'état de l'art de la recherche n'est pas stoppé, point, vous produisez, vous ne ferez rien de différent.
Alors, c'est un point qui va rejoindre ce qu'évoquait Grégory, à savoir qu'aujourd'hui, donc, on travaille de plus en plus sur une meilleure connaissance finalement de la valorisation, de l'évolution de cette matière première. Alors certes, on sait bien que la forme organique va dépendre de la minéralisation, donc de l'aération du sol, la température, de l'humidité. Ces éléments-là restent primordiaux, quoi qu'il en soit, pour que cette fertilisation fonctionne, qu'elle soit mise à disposition de la culture. Néanmoins, dans l'évolution des choses, on travaille davantage sur ce qu'on appelle la cinétique de minéralisation. Donc finalement, en fonction, ou plutôt pour une matière première donnée, connaître un petit peu mieux son mode de fonctionnement, le potentiel de minéralisation, c'est-à-dire que c'est la faculté finalement qu'a cette matière première à libérer son azote, donc de l'azote qui sera disponible. Donc c'est le temps de minéralisation également. Là aussi, ça donne des indications justement sur finalement. Alors l'objectif, c'est pas de dire une solution où une matière première est efficace, l'autre n'en vaut pas la peine. C'est pas ça. Simplement, c'est qu'en fonction typiquement des cultures, selon l'usage, selon les cultures, selon l'environnement, exactement, on positionnera des solutions sur mesure quelque part. Alors, en tout cas, voilà, on essaie de s'en rapprocher au maximum. Même si, encore une fois, voilà, il y a cette notion de vivant qu'on ne maîtrise pas, de météo notamment. Enfin, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, d'un point de vue, je dirais, technique, en tout cas, on essaie d'aller le plus loin possible pour justement apporter finalement le bon conseil, la bonne préconisation, le bon conseil d'utilisation pour une matière première donnée, mais également pour une culture donnée. Voilà. Avant de terminer, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'aspect production-économie aussi. Est-ce que ça produit autant cette nouvelle façon de procéder, effectivement, se passer de l'azote traditionnel et d'aller vers sur des cultures en rotation, à changer son modèle, économiquement parlant, vous retombez sur vos pattes, c'est tout aussi bien pour vous ou pas? Ou il y a des moments qui sont compliqués? C'est un vrai sujet quand même, l'aspect économique, hein. Il ne s'agit pas de se dire on fait du bio, c'est bon, il faut gagner sa vie avec d'abord. Alors aujourd'hui, on a la chance que les consommateurs de produits bio sont prêts à mettre un prix plus élevé que pour une alimentation standard, ce qui permet une bonne valorisation des produits agricoles en bio. Mais je voudrais revenir sur le point précédent quand même. Pour la pratique, il ne faut pas oublier que pour que la fertilisation des cultures bio réussisse, il faut arriver à maîtriser les mauvaises herbes. Parce que en agriculture bio et surtout en système de grande culture comme le mien, c'est quand même la difficulté numéro 1, la maîtrise des mauvaises herbes. Et quand on ne maîtrise pas... Elles prennent vite le pas, c'est ce que vous voulez dire finalement sur les cultures que vous voulez faire pousser, et c'est un vrai problème. Et d'autant plus si on applique une fertilisation. Et donc on fait comment justement? Parce que s'il y a concurrence végétale, finalement c'est au détriment de l'un, et c'est celui qu'on veut cultiver. Il vaut mieux serrer la ceinture aux deux. C'est-à-dire ne pas apporter de fertilisants si la culture est trop sale. Donc monsieur moins, mais malgré ça, vous arrivez à produire suffisamment pour que ce soit rentable ou pas? Oui. Oui, d'accord. Allez, on va terminer avec un peu de prospective. Grégory Véricel, si on se projette un peu dans le futur, il y a des pistes nouvelles qui seraient en vue à échéance de quelques années, où on continue sur la façon de travailler et de rechercher sur la meilleure combinaison des solutions? Alors, il n'y a pas forcément de solution miracle. Il n'y a pas un Graal à atteindre, en fait, c'est ça, hein. Un Graal à atteindre, justement, il y a un projet Graal qui démarre. Qui en fait, alors je reviens encore sur les légumineuses, l'idée c'est une autre manière d'introduire des légumineuses dans ces rotations en les cultivant en tant que couvert permanent. Et donc là on a aussi un problème de gestion de concurrence avec la culture en place, et ce projet finalement il vise à étudier la faisabilité des couverts permanents qui seraient broyés en interrang d'une céréale ou de plusieurs cultures. D'accord. Donc là, on reste encore, malgré tout, sur notre levier légumineuse. Oui, mais traditionnel, j'ai envie de dire, quelque part. Peut-être une autre manière de l'introduire, donc avec des pistes qui peuvent être prometteuses. Et le sujet Graal, c'est ça? Enfin, l'appellation, vous parlez du projet Graal, c'est ça? Moi, je l'ai dit par hasard, hein. C'était un hasard, mais c'est le nom d'un projet en fait R&D qui démarre, qui va démarrer très prochainement. Parfait.
Écoutez, merci à tous les trois d'être venus sur le plateau ici pour nous parler de ce sujet. Comment remplacer l'azote minéral pour ces cultures bio. En tout cas, on a vu à travers les recherches, la mise en pratique et puis les produits qu'il y a des solutions qui existent. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à vous. Merci.